Inscrite au cœur de collines qui surplombent toute la ville, Yaoundé abrite la plupart des institutions du Cameroun. Deuxième ville du pays après Douala, elle compte aujourd'hui près de 3 millions d'habitants. Située dans le centre, à 250 km de la mer, sa situation géographique et son altitude font qu'on y retrouve des microclimats. À Yaoundé, ne vous étonnez pas si quelqu'un vous dit qu'il pleut des cordes dans son quartier, alors que dans le vôtre, il fait beau temps. Fondée en 1889 par les Allemands, elle est la capitale politique et administrative d'un pays longtemps divisé entre la France et le Royaume-Uni. Deux colonisateurs aux cultures très différentes. Cette séparation a marqué le Cameroun d'un bilinguisme, d'une dualité culturelle et des problématiques qui vont avec. Mais on ne peut pas résumer le Cameroun simplement à ces deux cultures, car on y retrouve plus de 250 ethnies réparties sur l'ensemble du territoire, ce qui vaut au pays le surnom d'Afrique en miniature. Une richesse culturelle et une diversité qui nourrissent l'univers de certains artistes, comme Yannick Debout, auteur de BD. Dans la rue, au marché ou au café, la ville l'inspire pour ses dessins. Pour un auteur de BD, il faut effectivement s'inspirer de tout ce qui t'entoure, des histoires qu'on te raconte, des histoires que tu imagines, de ce que tu lis, de ce que tu vois. Moi, je crée beaucoup à partir de Yaoundé, qui est la ville où j'habite, où je vis, mais en essayant de ramener à la ville une espèce de fiction. Je prends des histoires du quotidien que je transforme un peu en histoires héroïques, parce qu'au final, le quotidien est héroïque. Un quotidien qui, selon lui, n'a pas toujours été décrit de façon authentique et valorisante. Pendant longtemps, l'Afrique a toujours été perçue d'un regard extérieur. Il y a eu beaucoup de scandales sur la représentation du noir dans la bande dessinée, notamment Tintin au Congo, où le noir est représenté avec des grosses lèvres, des lèvres rouges, etc. Il est toujours un peu bébête, il est toujours un peu neuneux, etc. C'est dommage parce que, voilà, tant qu'on ne sait pas raconter nous-mêmes, on ne donne pas les outils aux autres pour nous comprendre ou pour nous percevoir. Et je pense que, voilà, c'est important en tant que Camerounais, en tant que Yaoundéen, de me raconter, déjà, parce que c'est un exercice personnel, ne pas juste être un sujet, mais être également un auteur, un narrateur. Pour raconter son histoire et bénéficier de la plus large des audiences, quoi de mieux que les murs de la ville? Donc là, on est dans la rue de l'Art. C'est une petite ruelle au centre-ville de Yaoundé qui a été réaménagée par la communauté urbaine en 2012 parce qu'avant, c'était une rue bloquée. Et puis nous, on a proposé à la communauté urbaine, à l'Institut français, de réaménager ça avec des fresques qui, d'une part, racontent l'histoire de Yaoundé, mais de l'autre côté également, une réinterprétation par des artistes, des peintres, de comment est-ce qu'ils visualisaient, comment est-ce qu'ils concevaient la ville. À travers ses créations, Yannick interpelle la population pour lui faire découvrir et maîtriser son histoire. C'est un conteur qui raconte aux passants yaoundéens l'histoire de sa ville. Et donc, il commence par, voilà, tu as cette belle ville avec de très beaux bâtiments, mais est-ce que tu sais d'où elle vient? Ça, c'est la fresque qui représente l'arrivée des Allemands à Yaoundé dans ce qu'était la ville à cette époque-là. Donc, les Allemands sont arrivés au Cameroun en 1884. Et donc, l'histoire voudrait qu'ils soient arrivés sur la colline juste de l'autre côté et qu'ils aient demandé aux populations qui étaient là, des agriculteurs qui étaient là et qui cultivaient des arachides, qui êtes-vous? Et donc, eux, ils ont répondu Miawondo. Miawondo, ça veut dire les arachides. Je cultive les arachides. Et donc, les Allemands ont mal traduit et ont dit Yaoundé. On peut se servir de l'art pour éduquer les gens. Si quelqu'un connaît l'histoire d'un bâtiment, si quelqu'un connaît l'histoire d'un lieu, on se rend compte qu'on est héritier de quelque chose. On vit quelque part, c'est un lieu qu'on visite certes chaque jour, où on passe chaque jour, mais il est chargé d'histoire, il est chargé de connaissances. Et donc c'était important en fait d'expérimenter l'utilisation de l'art comme outil également de sensibilisation, d'éveil à la citoyenneté. Cette fresque fait désormais partie du patrimoine de la ville et les autorités tentent de la préserver malgré un accident.
il y a eu un incendie et c'est ça qui a détérioré en fait les fresques jusqu'à ce niveau. Et aussi quelques petites incivilités. On a fait ce projet et quelques mois après, il y a eu, les gens ont commencé à pisser un peu partout. Heureusement, ils n'ont pas pissé sur les fresques, donc ça, il y a déjà cet acquis-là. Après, les œuvres d'art, elles ont beau éduquer, elles ne peuvent pas faire des miracles. Si les artistes ne peuvent pas faire de miracles, ils peuvent néanmoins les illustrer, comme celui de la réunification du pays. Cette fresque-là représente le monument de la réunification du Cameroun. Après la Première Guerre mondiale, le Cameroun a été mis sous tutelle de la France et de l'Angleterre. Donc il y avait une partie du Cameroun qui a rejoint l'Empire colonial anglais et une partie du Cameroun qui était plutôt de l'Empire colonial français. Après les indépendances, les deux pays se sont fédérés pour former la nation camerounaise telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et donc ce monument-là, qui est en fait le monument représentatif de Yaoundé, est très important parce qu'il représente une grande partie de notre histoire et de comment est-ce que deux pays qui ont été séparés au moment de la colonisation se réunissent, se rassemblent pour former une nation. Le monument de la réunification symbolise le retour en une entité de deux parties du pays qui ont été séparées par la colonisation, c'est-à-dire la partie francophone, indépendante en 60, et la partie anglophone, indépendante en 61. Spécialiste en sciences politiques, le professeur Jean-Emmanuel Pondy nous fait découvrir ce lieu qui représente l'union d'un pays et le dialogue entre deux langues et deux cultures. Évidemment, cette réunification en elle-même symbolise le bilinguisme. Et dans notre Constitution, il est bien clairement dit que les deux langues, l'anglais et le français, sont d'égale valeur. Et donc je pense que dans la vie quotidienne, ce devrait être reflété de cette manière-là. Longtemps voulue, cette réunification est aujourd'hui fragilisée par des tensions entre les deux parties du pays. Difficile de maintenir un équilibre parfait quand une minorité anglophone se sent marginalisée sur le plan économique, éducatif et politique. Le Cameroun est uni de gré ou de force en réalité. Pour la bonne et simple raison que les partis officiellement francophones et les partis officiellement anglophones, sur le plan traditionnel, sont les mêmes. C'est-à-dire que sur le plan de la langue, vous allez trouver dans l'ouest du Cameroun la même langue qui est parlée que dans le nord-ouest du Cameroun anglophone. Maintenant, il y a des récupérations politiques qui font qu'effectivement, il y a une tension qui naît entre les deux parties. Ce clivage importé par les anciens colonisateurs met aujourd'hui à mal l'union d'un pays qui a pourtant toujours été multiethnique. L'une des grandes particularités du Cameroun, c'est son label d'Afrique en miniature. Bamoun, Bamileke, Bassa, Beti, Peul et Hondo. Plus de 250 ethnies cohabitent ici en harmonie. Cette diversité remarquable fait la singularité de ce pays. L'objectif du Cameroun, sur le plan culturel, c'est de bâtir une diversité positive, où on ne craint pas ce qui est différent, mais on s'intéresse davantage à ce qui est différent, parce qu'on considère que c'est enrichissant. En plein cœur de Yaoundé, le Musée national se charge de valoriser et de préserver cette richesse culturelle. Construit à partir de 1930, il a d'abord servi de résidence au gouverneur français. Après l'indépendance en 1960, il devient la résidence du premier président du Cameroun, Amadou Ahidjo, qui est le seul Camerounais à y avoir vécu. Il devient finalement musée national en 1988, à l'initiative du deuxième président de la République, Paul Biya. Entièrement rénové et financé par le gouvernement, ce majestueux bâtiment chargé d'histoire est un véritable symbole dans la ville. Il renferme toute l'histoire du Cameroun entre ses murs. Il est le gardien de la cohésion entre toutes ces ethnies. Le professeur Pondy y retrouve Mohamed Abbas, le directeur adjoint. Bonjour professeur. Bonjour, docteur. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être là. Merci. Le plaisir est pour nous de nous accueillir. Le choix de ce bâtiment comme musée national est une démarche hautement stratégique, c'est-à-dire valoriser la culture dans un site de mémoire.
Valoriser la culture, ou plutôt les cultures. En plein cœur du musée, une salle célèbre la pluralité des ethnies qui composent le pays. Le rôle du musée national, c'est de pouvoir mettre en exergue des éléments que des peuples ont en commun et des éléments qui n'ont pas forcément en commun. Vous savez que chaque peuple développe un certain nombre d'éléments culturels au regard des éléments de spécificité. Vous avez les civilisations sahéliennes, les civilisations de la forêt dense, les civilisations de la côte et les civilisations naturellement des montagnes. Chaque ethnie est représentée à travers son habitat et un éventail de vêtements traditionnels. De la tenue la plus simple à la plus sophistiquée. L'objectif de l'action muséale ici, c'est de pouvoir faire l'unité dans la diversité. Il y a un substrat culturel qui est commun. Ce qui réunit ce peuple est plus important que ce qui le divise en réalité. Et ce qui réunit les différents peuples du Cameroun, ce sont ses héros nationaux. Le musée honore dans l'une de ses ailes les grandes figures qui ont marqué et façonné l'histoire du Cameroun. Toutes ces personnes qui sont derrière moi sont les acteurs de l'histoire du Cameroun. Déjà, les premiers ont œuvré pour la mise en place de cet État. D'autres ont combattu ces colonisateurs. Certains acteurs, tels que Omniobé, ont été des acteurs pour la lutte pour l'indépendance du Cameroun. Il a été assassiné. Si beaucoup ont choisi la lutte armée, d'autres figures ont opté pour une autre voie. Comme Charles Atangana, le dernier chef suprême de Yaoundé jusqu'en 1943. Charles Atangana était effectivement une personnalité centrale dans la géopolitique de Yaoundé et qui a imprimé un certain nombre d'innovations. Il y a un monument qui lui est dédié dans cette ville parce qu'il a été au cœur de l'histoire de cette ville. Aujourd'hui encore, tous les Yaoundéens connaissent son nom. Et il est l'un des rares dirigeants camerounais à avoir sa statue en plein cœur de la ville. Il a été celui qui a travaillé avec les Allemands d'abord, qui l'a guidé, avec qui il a collaboré d'une certaine façon. Et ensuite, quand les Français sont arrivés, qui se sont beaucoup méfiés de lui, mais il a fini également par entrer dans leur bonne grâce. Catholique, formé chez les missionnaires et maîtrisant bien leur langue, il était le choix idéal aux yeux des Allemands pour les aider à gouverner la région. Figure centrale du pays, il reste une personnalité controversée. Héros national pour certains, collaborateur pour d'autres. Vous savez, c'est très facile, 70 ans plus tard, 80 ans plus tard, de juger une époque à laquelle on n'a pas appartenu. Je ne fais pas partie de cette école de pensée. Je pense qu'il faut juger les gens, leurs actions et leurs décisions par rapport au contexte du moment. Plus énigmatique encore, son ancien palais. Cette bâtisse de style allemand qui surplombe le quartier effoulant ne passe pas inaperçue. Il s'agit de l'une des premières constructions de la ville. La demeure appartient toujours à la famille. Ce palais est la demeure du Charles Atangana pour les Français, Karl Otto Matthias Atangana pour les Allemands. Parce qu'il a été à la fois chef supérieur sous les Allemands et réintégré dans ses fonctions de chef supérieur par les Français en 1921. Petit-fils de Charles Atangana, Yves-Martin Anda Assiga a hérité avec ses frères et sœurs de cette immense demeure. Lorsqu'il s'est rendu en Allemagne, en 1910-1911, il a vu les résidences des puissances allemandes, du Kaiser, et ces châteaux l'ont impressionné. Et il a estimé que pour asseoir sa puissance et son autorité, il fallait qu'il y ait des symboles représentatifs et sa maison devait ressembler aux grandes bâtisses qu'il avait vues en Allemagne. Aujourd'hui, on peut dire aisément, fallait pas travailler avec les Français, fallait pas travailler avec les Allemands. Mais avait-on le pouvoir de dire oui ou non? Je ne le crois pas. À l'époque, c'était soit on se pliait, soit on essayait d'être un peu plus intelligent, de s'adapter, de préserver les siens, de faire progresser sa culture
de faire progresser soi-même sa personne. Et je pense que c'est le choix qu'il a fait au lieu de céder et puis d'être voilà, à la botte ou à la merci de la puissance coloniale, qu'elle soit allemande ou française. Pour préserver la mémoire de son grand-père, Yves Martin et sa famille ont imaginé une galerie de photos qui retrace l'histoire de son aïeul. Un des grands devoirs des Africains, c'est d'assurer la pérennité et l'histoire de la famille. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les Africains souhaitent toujours avoir des garçons, parce que c'est le garçon qui pérennise le nom de la famille. Ici, c'est la maman de grand-père. Non, c'est pas ta grand-mère, c'est ton arrière-arrière-grand-mère. Moi, je n'ai que des filles, mais je vous rassure, je suis très heureux comme ça. Et j'ai le privilège d'être le fils d'une mère qui a réussi justement à pérenniser le patrimoine de son père, démontrant ainsi que le sexe n'y était pas pour quelque chose. Au-delà du patrimoine matériel à conserver, le petit-fils de Charles Atangana cherche à réhabiliter le rôle qu'a eu son grand-père dans le changement de perception des Africains par les Européens. En 1885, quand les Allemands rentrent sur le territoire, ça fait juste un an, au Congrès de Berlin, qu'on a décrété que les Noirs avaient aussi une liberté de conscience et qu'ils devaient être considérés comme des êtres humains à part entière. Ce qui était couché sur le papier n'avait vraiment pas de traduction pratique en réalité. Vous imaginez qu'à cette époque, des intellectuels occidentaux ne pensaient même pas que le noir pouvait être sujet à des affects. Et je pense que la grande force et le grand mérite qu'ont eu des Charles Atangana, des Blaise Diagne au Sénégal, c'est d'avoir pu s'élever humainement, intellectuellement, socialement, au niveau de l'homme blanc. D'avoir pu démontrer à certains que le noir, à part la différence de couleur, pouvait conserver, acquérir et être tout simplement l'égal d'un homme blanc dans tout ce que ça comporte comme droit et comme devoir. À Yaoundé, un quartier est incontournable, c'est la briqueterie. Le palais de Charles Atangana a été construit avec les briques de l'usine qui s'y trouvait à l'époque, ce qui a donné le nom au quartier. Mamadou et Moussa nous invitent à découvrir leur quartier le temps d'une soirée. Meilleur moment pour ressentir l'âme de la briqueterie. Je suis né ici, c'est mon village ici. Nous sommes en majorité des musulmans. Et nous cohabitons avec des chrétiens sans problème. C'est ça que je retiens de l'histoire de notre village. Tout ce que vous cherchez à la brique, si vous ne trouvez pas, vous n'allez plus trouver ailleurs. Yaoundé ne vit pas sans la briqueterie. Aujourd'hui, c'est le quartier le plus animé de Yaoundé. Cosmopolite et symbole de tolérance, la briqueterie est encore plus connue pour ses soyas. Ces divines petites brochettes de viande sont réputées pour être les meilleures de la ville. Les Yaoundéens en raffolent. Et c'est la nuit tombée que les fameuses brochettes se dégustent, entre amis ou en famille. À Yaoundé, dans la rue, vous trouverez toujours à manger. S'il y a bien un plat que les habitants affectionnent particulièrement, c'est le beignet haricot bouilli. Ce plat du pauvre est composé de beignets, de haricots rouges et d'une bouillie de mil. Il se mange généralement en bordure de route. Un plat tellement populaire qu'il est maintenant proposé par une chaîne de fast-food camerounaise. Chez Chop et Yamo, vous pouvez même le commander à distance via une application mobile. Mais le beignet haricot bouilli est loin d'être l'unique spécialité culinaire du Cameroun. La richesse du Cameroun aujourd'hui peut se présenter effectivement comme un handicap. L'une des raisons pour lesquelles notre tourisme n'a pas encore la vigueur qu'il devrait avoir, c'est justement d'être tellement varié qu'on n'arrive pas à le singulariser pour en faire un produit à vendre aux gens. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas d'emblème. La variété n'en est pas un.
le chef cuisinier Émile Angoulou s'est donné pour mission de valoriser le patrimoine culinaire du pays et de faire de sa gastronomie son emblème. Nous allons à l'un des marchés de Yaoundé. Celui-ci, c'est le marché du Fundi. Situé à l'ouest de la ville, ce marché est le paradis des gastronomes. C'est l'un des marchés les plus variés en termes de constitution de produits. C'est-à-dire, on va trouver presque tous les fruits qu'on veut, on va trouver tous les tubercules qu'on veut, on y trouve même des animaux vivants. Donc c'est un marché qui permet qu'on puisse faire, dans tous les cas, un cuisinier puisse faire tous les achats dont il a besoin. La diversité des produits trouvés dans ce marché reflète la richesse du patrimoine culinaire camerounais. Igname, plantain, manioc, avocat, safou. Nous avons une telle variété qu'il est urgent que nous soyons nombreux à procéder au recensement d'abord de toute cette richesse pour pouvoir la mentionner quelque part et autant que possible à l'amener à des standards qui permettent qu'elle soit consommable par l'universel. L'igname, c'est un féculent. Et les féculents chez nous sont utilisés pour accompagner les plats principaux, au même titre que le manioc, au même titre que le plantain. Ça, c'est un plantain qui vient de la région du Mbam. Elle précise dans l'enclavement. C'est pour ça qu'elle veut le vendre cher. Oui, c'est pour ça que je vends cher. Beaucoup de produits et aussi beaucoup de recettes que le chef Émile souhaite codifier et répertorier. Quand on voit une telle diversité, on imagine sa tâche difficile. La codification des recettes patrimoniales est très simple, parce qu'elle commence par un inventaire. On vit très peu vieux en Afrique, donc ça fait que les détenteurs de certaines typicités partent trop vite. Il est donc important d'aller auprès de tous ces détenteurs de ces petits secrets, prendre l'empreinte de ce qu'ils savent. Et je vous assure qu'il y a des choses formidables à découvrir quand on va à leur rencontre. Quand on peut discuter avec une grand-mère, c'est très intéressant qu'elle sache dire comment on se nourrissait avant. Et on se rend bien compte qu'on répondait à tous les enjeux qui se présentent à nous aujourd'hui. Parce qu'on dit qu'il faut être bio. Le Cameroun d'hier était bio. C'est pour ça qu'assez souvent, je parle d'un retour vers le futur. Un de mes produits fétiches, c'est l'avocat, justement. Je suis désolé, j'en ai acheté encore parce que j'ai trouvé un avocat qui est très symbolique du Cameroun. C'est l'avocat de Bouddha. Il est d'ailleurs en train d'obtenir, celui-ci, une indication géographique. Avant de finir, direction la poissonnerie pour acheter un produit emblématique. Ça, c'est la gambasse camerounaise, dont provient le nom Cameroun. Quand les Portugais arrivent sur les berges du Vouri, ils remarquent beaucoup de crevettes, de grosses crevettes, et ils dénomment le Vouri Rio dos Camaroes, qui, par évolution, la prononciation des Allemands, des Français, des Anglais, devient Cameroun. Donc, à la fin, ça, c'est un des symboles du Cameroun. Une fois les courses terminées, ce n'est pas dans son restaurant que le chef Émile se rend, mais dans les locaux de la chaîne de télévision nationale. Au Cameroun, la folie des émissions culinaires n'est pas encore arrivée. Mais chef Émile s'est imposé comme un des piliers de la chaîne. Je me prépare pour l'enregistrement de tout à l'heure. Je veux présenter une recette de cuisine patrimoniale, un mets très représentatif de la région de Yaoundé, sinon de la ville de Yaoundé. Ça va donc être de la poule aux arachides. Mon rôle, c'est non seulement de divertir utilement, mais je le prends assez au sérieux en le prenant pour prétexte pour magnifier des aspects de la cuisine camerounaise. Le but, c'est aussi de montrer que l'homme a toute sa place dans une cuisine. Il ne faut pas perdre de vue que nous sommes dans un milieu social où un homme en cuisine, ça reste un peu bizarre. Et puis quand on parle de cuisine en Afrique, a priori, c'est d'abord les femmes. Mais il faut reconnaître qu'il y a de plus en plus d'hommes qui me donnent le feedback de notre émission. Quand j'ai dit à mon père, je veux faire gestion hôtelière, j'ai failli m'en manger une parce que la réaction, c'était tais-toi. Bon, j'ai eu beaucoup de chance
qu'ils me laissent quand même faire ce que je voulais et curieusement qu'ils le soutiennent. Ok, au launch. 4, 3, 2, 1, 0, c'est parti. Forget about everything. Oubliez tout ce qui se passe au bureau, c'est l'heure de rester relax avec nous sur le plateau de Midi Live. Welcome to you all. Don't go nowhere. Time for me to move over to the kitchen and find out with Chef Emile, who is always traditionally cooking, to make sure that we have beautiful lunch hour. You know what it is? Like right here. Peut-être ce que nous faisons là contribue à démocratiser de plus en plus le phénomène d'un homme en cuisine, mais n'empêche que 20 ans derrière moi, je veux dire, quand j'arrivais sur le marché du travail, ce n'était pas évident. J'en ai même perdu une fiancée. Ses parents trouvaient que je ne suis pas le bon parti parce que je faisais le métier que j'exerce. On peut zoomer là-dessus. Pour changer les mentalités, heureusement, il n'y a pas que la télévision. Dans l'arrondissement de Soa, à quelques minutes du centre-ville, se trouve le département panafricain de l'université Yaoundé 2. Ici, on forme la nouvelle génération qui fera bouger les lignes sur le continent. Dans cette université se trouvent des étudiants venus de toute l'Afrique. Sélectionnés sur dossier, ils bénéficient d'une bourse. Karine y termine sa dernière année d'études. L'université panafricaine, c'est une université qui est née de la volonté des États membres de l'Union africaine, dans le but de redynamiser l'enseignement en Afrique, afin d'inculquer aux étudiants les valeurs pour pouvoir résoudre les problèmes de l'Afrique. Cette université panafricaine fait partie d'un réseau constitué de 5 instituts répartis sur les différentes régions du continent. Au Kenya, au Nigeria, en Afrique du Sud, en Algérie et au Cameroun, où l'université a son rectorat. On apprend à l'étudiant à connaître son histoire, l'histoire de l'Afrique. On apprend à l'étudiant à mettre en place des stratégies pour développer l'Afrique, parce que nous sommes conscients que l'Afrique a un énorme problème, que l'Afrique a un énorme potentiel également et qu'il faut le développer. Donc l'Afrique, et le Cameroun en particulier, est un continent vraiment riche en termes de matières premières, en termes de richesses du sol. Il y a tout en Afrique. Et je pense que si on se met ensemble, on peut essayer de développer l'Afrique dans les années à venir. Déjà, nous, au Cameroun, on importe tout, pourtant on l'a déjà tout sur place. Tout ce qu'on cherche à l'extérieur, on l'a sur place. Les étudiants assistent aujourd'hui à leur dernier cours de sciences politiques. En cette fin d'année scolaire, leur professeur Joseph Ntunda tient à leur parler de son parcours, qui incarne l'idée forte du retour sur le continent et d'une émigration maîtrisée. Voilà, enfin ça commence bien sur le plan de la gouvernance et du temps. J'ai fait mes études en France et j'ai fait après 2 ans aux États-Unis. Mais malgré tout ça, j'ai décidé de rentrer en Afrique. Parce que comme je le dis pour ces étudiants, j'ai été entièrement formé par les établissements publics et j'ai été boursier de l'État du Cameroun. Et je suis rentré, et quand je suis même rentré, c'était au plus bas de l'économie. Les salaires étaient très faibles. Et je pense que la diaspora doit être conscient du fait que c'est le continent qui les a formés. Et quel que soit là où ils travaillent, il faut qu'ils viennent aussi former les autres. Ce n'est pas indéfiniment que les Européens, les Américains, les Asiatiques vont revenir encore pour aider ceux qui sont restés sur place, alors même qu'il y a déjà des élites africaines qui peuvent faire ce travail. C'est ça la conscience continentale. Karine tient à nous amener visiter un lieu incontournable de la pensée panafricaine et de la vie culturelle à Yaoundé, la librairie des peuples noirs. Actuellement, au Cameroun, c'est la librairie de référence. J'y vais et très souvent, je suis satisfaite parce que quand je vais, j'ai une référence d'un auteur et puis j'y vais, je trouve mon compte. Il y a également des petites conférences. Chaque jour, des personnes quittent le Cameroun pour une aventure incertaine et parce qu'ils savent que là-bas, c'est l'Eldorado. Le problème, c'est que nous autres, en Afrique, n'avons pas ou ne sommes pas préparés pour faire face aux migrations. Parce que nous n'avons pas construit notre propre être dans le monde. Si vous ne savez pas
qui vous êtes, si vous ne savez pas qui est l'autre, si vous ne savez pas d'où vous venez, si vous ne savez pas où vous allez, eh bien là, vous aurez des problèmes. C'est vrai que tant qu'on n'a pas fait ce travail, on se jette, comme beaucoup le font en se jetant à la mer, en prenant des bateaux pourris pour partir. Conférences, débats littéraires, séances de dédicaces ou lectures, la librairie des peuples noirs est un vrai îlot de culture en plein centre-ville. Elle a été créée par Feu Mongo Betty, un des plus grands écrivains camerounais, connu pour son engagement contre le néocolonialisme. Lorsqu'il est venu au Cameroun au lendemain de la chute du mur de Berlin, dans les années 90, après 40 ans d'exil, il a décidé de créer un espace de culture et il a donc fondé cette librairie, la librairie des peuples noirs. Ambroise Combe, son ami de toujours, dirige maintenant ce lieu qui consacre une part importante de ses ouvrages à la pensée panafricaine, mais qui reste une librairie générale. C'est pratiquement l'unique librairie générale, on pourrait dire, au Cameroun. Le plus souvent, les jeunes et les moins jeunes ne sont pas cultivés et ne s'informent pas de ce qui se passe dans le monde. Et ici, ce qui sauve, c'est des ouvrages de sociologie, c'est des ouvrages de sciences politiques, c'est des ouvrages de philosophie, c'est des biographies qu'on puisse lire sur ce que les grands hommes ont écrit sur leur parcours pour pouvoir s'informer et savoir comment on peut aussi s'inspirer de ce qu'ils ont fait. À l'heure où toute une génération délaisse les livres pour des loisirs numériques, d'autres modèles d'inspiration doivent être inventés sur de nouveaux supports pour continuer à stimuler la pensée et l'imagination. Olivier Madiba, 33 ans, est le cofondateur de Kairos Game, qui vient de sortir Orion, le premier jeu vidéo 100% camerounais. Salut les gars, ça va? C'est l'histoire d'un prince et de sa femme qui se marient, mais ils subissent un coup d'État le jour du mariage et du couronnement et ils doivent parcourir le monde virtuel qu'on a créé pour retrouver leur héritage et retrouver leur trône. Mais plus que la quête du pouvoir, enfin la reconquête du pouvoir, on a surtout mis une grosse réflexion existentielle sur le rôle de l'Afrique aujourd'hui. Mais le plus gros élément pour un Africain qui jouerait le jeu en particulier, c'est qu'il verra beaucoup d'analogies à des scènes clés de notre histoire. Par exemple, on a fait presque un remake de l'assassinat de Sankara dans le jeu. Et il y a une grosse réflexion sur les enjeux géopolitiques actuels africains. On ne doit pas attendre que d'autres viennent faire des films et autres sur nous. On doit le faire nous-mêmes. C'est à nous, les Noirs, de créer nos propres héros et de surtout pas faire du blackwashing. Parce qu'autant on se plaint du whitewashing quand on voit par exemple l'Égypte qui est recoloriée dans des œuvres, autant je trouve un peu compliqué le fait de vouloir tout blackiser en faisant un Superman noir, un James Bond noir, etc. etc. L'idée était vraiment de se focaliser sur la réflexion du futur de l'Afrique et évidemment en corollaire, ça aide les gens à avoir une meilleure image d'eux-mêmes, ça c'est sûr. Il a l'XP, il gère ça. Non. Yaoundé est une ville qui respire, vibre et vit football. Ici, c'est une religion. Et les footballeurs de l'équipe nationale, les Lions indomptables, sont les héros du pays. Depuis plus de 15 ans, ils peuvent compter sur des éléments clés qui portent fièrement les couleurs de l'équipe camerounaise. Certes, le jeu de jambes est loin de celui de Samuel Eto'o, mais leur fidélité à l'équipe est sans faille. Pour les mascottes de l'équipe du Cameroun, à chaque match, le rituel est le même. Rendez-vous au QG pour l'échauffement et préparez le match avant d'aller au stade. Sur son visage, les 3 couleurs du drapeau camerounais. Leur charismatique leader ne compte plus les trophées gagnés avec les Lions. Je suis Ngando Piquet, l'homme aux 16 Coupes d'Afrique des Nations. J'en ai gagné 4, j'en ai perdu 2. Et je suis là avec mes jeunes frères qui m'accompagnent partout. Et
notre souhait, c'est que nous puissions remporter la Coupe d'Afrique 2019 qui va se jouer chez nous, ici, au Cameroun. Les mascottes, c'est les 12e joueurs. Sans les mascottes, il n'y a pas de football. C'est nous qui poussons les joueurs aux plus grandes performances. Quand Eto'o entend Ewa, il marque. Dernièrement, au Gabon, c'est nous qui avons gagné cette Coupe d'Afrique. Qu'on ne vous trompe pas, c'est nous les mascottes. Le travail que nous avons abattu à Franceville, à Libreville, c'était formidable. Le Gabon, le Gabon, la Guinée, le Sénégal, l'Égypte, dans la En attendant de soutenir leur équipe pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, ce soir, petit échauffement au stade municipal pour encourager les deux équipes phares de Yaoundé, le Canon et le Tonnerre. Et quand les mascottes arrivent, l'ambiance dans le stade monte d'un cran. Mais avant d'être un véritable lion indomptable, la formation est indispensable. C'est dans l'enceinte de l'emblématique stade Amadou Ahidjo, dans le quartier Omnisport, que siège l'ANAFOOT, l'Académie nationale de football. Oui, je suis M. Enon Gatchou, je suis directeur général de l'Académie nationale de football et je suis aussi entraîneur de football. M. Enon Gatchou et l'Académie travaillent à former les jeunes talents de demain. Et ils ont l'embarras du choix. Pour le moment, il y a 600 jeunes sur près de 4000 jeunes qui ont pris part pendant les tests de détection. La grande nouveauté pour l'ANAFOOT, c'est d'avoir ouvert ses portes aux filles. Nous avons mis un accent pour le développement du football féminin au Cameroun. Nous pensons qu'on pourrait avoir un impact, non seulement au Cameroun, en Afrique, mais même dans le monde entier, parce que pour nous, c'est une première. C'est une première. Nous avons près de 300 filles qui ont été sélectionnées. Nous avons de très jeunes filles, les filles de 10 ans, 11 ans. Donc nous pensons que nous sommes sur une très bonne lancée. D'ici 6 ans, elles seront complètes à jouer le football de haut niveau. Ne vous fiez pas aux cheveux courts. L'entraînement est bel et bien mixte aujourd'hui. Et ça ne gêne personne. M'entraîner avec des filles, ça me fait plaisir. Ce sont les lions indomptables. Les jeunes joueuses peuvent compter sur les conseils de Rita, l'une des toutes premières lionnes indomptables. Relax. Le ballon entre les pieds. Tu as compris? Regarde comment les autres font. J'ai toujours été dans le foot parce que quand je quitte le terrain, je suis entrée dans les métiers de foot. Nous, on est la première génération, la première équipe nationale du Cameroun. On a été les pionnières, si vous voulez. Les filles, maintenant, conduire, rouler, je fais tac, je tire le ballon, je continue. Allons-y, vous qui savez faire ça. Actuellement, je suis éducateur à l'ANAFOOT. Mais tu sais trop têtu, tu sais ça, non? Non, je suis plus têtu. Tu es plus têtu. Ça va, tu t'es amélioré. Hein? Il y en a qui sont arrivés, c'est à peine si elles pouvaient bloquer un ballon. Aujourd'hui, elles commencent à gagner des espaces et cela me plaît. Parce que les petites là ont damé le pion au grand la dernière fois par 5 buts à... Des lionnes qui progressent vite et qui ont de grands espoirs pour l'avenir. Je vais être footballeuse. Plus tard, je voudrais jouer au Cameroun. Au quartier, je joue avec les garçons et je les gagne. Mes parents m'ont encouragé à pratiquer le football. Aujourd'hui, les filles bénéficient de l'évolution des mentalités concernant leur place dans le football. Mais cela n'a pas toujours été le cas, notamment pour Rita. Mes deux parents étaient très sévères. Et puis à l'époque, ça dit une fille joue au ballon, vous savez, c'était un peu compliqué. Et puis moi, je me faisais bastonner tous les soirs, ça je peux vous dire. Mes petits voisins et moi, on jouait, après nos travaux ménagers, là, on allait derrière la maison. On jouait avec les bouteilles plastiques, les chiffons qu'on empilait, on entassait, et puis on jouait comme ça. Les parents n'ont pas tout de suite accepté. Je me rappelle que, je crois que je suis en première classe de première, et on allait jouer un match de classement. C'était au stade à Douala. Donc mon père était de passage de Douala. Tellement les gens de Douala ont fait un tapage qu'il est venu au stade. Nous, on a gagné, et puis il était tellement content, lui qui me tabassait tous les soirs. À la fin du match, il m'a dit, j'ai dit aux gens, c'était ma fille, c'était ma fille. Et il m'a balancé un billet de 10 000.
Si les femmes doivent encore se faire une place dans le monde du football, il y a une activité dans laquelle elles mènent la danse depuis plusieurs générations, les tontines. Une tontine, c'est une sorte de regroupement de femmes qui leur permet de cotiser de l'argent. Ça permet aux femmes de réaliser leurs projets, pour celles qui se font dans le commerce, d'agrandir leur fonds de commerce pour pouvoir être indépendantes. Tous les samedis, Sorel a rendez-vous avec les autres membres de la tontine dans le quartier Etoudi, chez la présidente. Pour renforcer l'idée d'union et de groupe, tout le monde porte le même tissu. Ouais, petit frère, ça dit quoi? Oh, ça va? Y'a la forme? Ouais, bien. Président! Oui, mon frère. Ouais, bienvenue. À chaque rencontre, chacun apporte une somme définie par l'association. À la fin, un seul membre désigné par tirage au sort repart avec la somme réunie pour financer un projet. La semaine suivante, ce sera au tour d'un autre membre. La tontine apporte beaucoup de choses dans la mesure où on se dit, lorsqu'on épargne un peu son argent, c'est-à-dire que c'est impossible d'acheter un écran plasma avec 1000 francs. On se dit, avec 10 000 francs, par exemple, tous les mois, ou 30 000 francs chaque mois, au final, vous imaginez combien ça fait? Alors ça fait un gros investissement. Et puis on équipe sa maison. Et puis ça participe à l'économie du pays également. Maintenant, nous sommes en train de faire les calculs pour voir ce qu'on a fait aujourd'hui. Les tontines qu'on est en train de faire, c'est pour permettre aux femmes d'être indépendantes. Voilà. Grâce à la tontine, beaucoup de femmes ont réussi à s'acheter un terrain, bâtir une maison. D'autres ont fait agrandir leur fonds de commerce. La présidente qui est commerçante au marché 8e, elle a tout un espace dans lequel elle vend les denrées alimentaires. Il y a des ignames, le couscous, le maïs. C'est un exemple, c'est au sein de cette tontine qu'elle prend un peu de fonds pour réaliser son commerce. La tontine, très répandue en Afrique, finance donc toutes sortes de projets. Mais une question se pose. Pourquoi préférer la tontine à la banque? Vous n'allez pas me dire que tous les samedis, vous allez épargner 1000 francs à la banque, ce qui n'est pas possible. Et on se dit également qu'avec la banque, il y a toute la tracasserie, il faut du taux d'intérêt. Parfois, on vous prélève tel montant et puis ça devient un peu compliqué. La tontine, c'est avant tout une notion de solidarité et de confiance au sein d'une communauté. Je pense que le système de tontine doit être dupliqué en Europe. Comme on apprend ce qui est bon chez eux, ils doivent également apprendre ce qui est bon chez nous. Ils apprendront que la solidarité, le fait de resserrer les liens, de garder les rapports d'amitié, d'amour, de solidarité, de fraternité, c'est plus important que d'être seul dans son coin. Les Camerounais ont une culture de radio, ils aiment bien écouter la radio. Partout où ils sont accompagnés de la radio. Et avec la libération de l'audiovisuel dans les années 90, la radio a pris toute une autre tournure où les populations se sont senties plus intéressées parce que la radio parlait de leurs problèmes, de leur quotidien, de ce qu'ils traversent à longueur de journée et essayait de pouvoir demander qu'on leur donne des réponses et des solutions. Il faut que ça bouge. 9h30, 12h. À l'écoute d'Il faut que ça bouge pour l'avant-dernière sortie de la semaine, nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois de plus aujourd'hui. Dans son émission quotidienne, Il faut que ça bouge, sur Royal FM, Empereur Daddy ne se contente pas de passer des rythmes dansants. Comment pouvoir expliquer que des individus partis de la paille, sans faire une affaire, se retrouvent de façon inexplicable milliardaires, avec pour seule et unique explication le fait d'avoir bénéficié d'un décret, le décret présidentiel. Il faut que ça bouge. Le nom à lui tout seul évoque déjà le concept parce qu'il faut changer un tout petit peu les mentalités. Il faut changer la façon de voir les choses. On s'est dit qu'il y a beaucoup de choses qui doivent ne plus être comme c'était avant. La radio, c'est surtout pour les populations, là, ils ont retrouvé une voix des sans-voix.
permettre de pouvoir dénoncer certains tares de la société. À l'écoute, il faut que ça bouge pour l'avant-dernière sortie de la semaine. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois de plus aujourd'hui dans le cadre de l'actualité. Elle reste forcément cristallisée sur la reprise de l'opération Épervier. Je me sens libre jusqu'à présent. Je n'ai pas été interpellé. Je n'ai pas encore été convoqué à un tribunal ou alors au Conseil national de la communication. Il suffit juste de respecter les règles déontologiques et je crois que pour le moment, on peut le dire, on est libre de dire ce qu'on veut, surtout quand ça reste dans les règles de l'art. Appelez-moi Empereur Dadi. Je suis très heureux d'être des vôtres. À tout à l'heure. Empereur Dadi, tu es recherché par tous les commerçants du Cameroun. Ils disaient que tu animes très bien. S'il n'est pas encore convoqué au commissariat, Empereur Dadi est régulièrement appelé pour ambiancer les nuits yaoundéennes. Et durant ces nuits, il vous sera impossible de passer à côté du Bikoutsi. Le Bikoutsi se vit mieux en live. C'est pour cela que les Yaoundéens préfèrent aller dans les cabarets. Direction le temple du Bikoutsi, au cabaret Carousel, dans le quartier Kondengui, un quartier réputé pour son animation la nuit et ses rues bordées de bars. Empereur Dadi y anime régulièrement des soirées. Le Bikoutsi est un rythme qui veut dire taper le sol. On tape sur le sol. C'est ça Bikoutsi. Si au départ est une consolation pour les femmes, vous savez que nous sommes dans une société essentiellement patriarcale. Les femmes n'avaient pas droit à la parole, ne pouvaient pas se plaindre. Et pour se consoler, elles ont commencé à chanter. C'était des lamentations. Mesdames, Messieurs, au temple de la culture, voici le petit génie du Sud. Voici OB Jazz. Est-ce que les boules sont là ce soir? C'est le bol 2-2. Ce rythme était pratiqué traditionnellement au Cameroun par les femmes Betty, qui l'exécutaient assises sur de minuscules tabourets. Popularisé dans les années 80, il est aujourd'hui présent sur toutes les scènes du pays. Ça a inspiré les hommes s'en sont mis avec maintenant des instruments, des balafons, des percussions qui ont apporté plus de rythme au Bikoutsi et c'est rentré comme un rythme de toute une région, de toute une tribu. Les Yaoundéens sont réceptifs vis-à-vis des étrangers, avec qui ils causent sans aucun problème. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des gens qui ne croient en rien du tout. Et tout le monde vit ensemble. Moi, c'est le symbole du vivre ensemble camerounais au final. De ne pas s'opposer en termes de culture, de ne pas mettre les barrières. Le Cameroun a réussi, tout au long de ces années, à s'enrichir de ces différences, à les transformer en avantages. Et c'est ce qui fait la grande force de ce pays. La tolérance vis-à-vis des autres, les Africains pourraient donner des leçons à l'Occident là-dessus. Ensemble, nous sommes plus prospères. Ensemble, nous sommes plus forts. Qu'importe les divisions du passé, les différences d'ethnie, de religion ou de langue, que cela soit au Cameroun ou ailleurs, c'est bel et bien ensemble qu'il faut vivre aujourd'hui et avancer vers demain.